Un autre épisode des Trois Afuera. Encore une fois, nous avons un invité, et cette fois encore un invité de marque. Il s'agit du maire de ma ville, donc Nicolas Dufault, maire de Repentigny. Merci d'être présent avec nous. C'est un plaisir. Merci pour l'invitation. Super apprécié. Oui, donc juste pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, je donne une brève introduction. Donc, vous êtes le maire de Repentigny, mais avant ça, donc, vous êtes un bac en administration publique de l'Université d'Ottawa. Vous avez aussi complété le volet académique de votre maîtrise en gestion municipale à l'ENAP. Vous avez été le plus jeune élu député à siéger à la Chambre des communes à Ottawa de 2008 à 2011 avec le Bloc québécois. Donc, pour ça, vous avez continué à travailler notamment avec le Cégep régional de Landière à Terrebonne. Vous avez été directeur du cabinet du maire de la même municipalité avant d'occuper le poste de directeur des communications et relations publiques à l'Association de l'hôtellerie du Québec. Et donc, natif de Repentigny, vous êtes déterminé à redonner un leadership fort à votre ville natale avec le souci de la rendre plus inclusive, attractive sur le plan économique, social et environnemental. Donc, vous êtes devenu le 7 novembre 2021 le plus jeune maire de l'histoire de Repentigny. Alors, encore une fois, merci de vous prêter au jeu des Trois Afuera. Ça fait plaisir, surtout qu'en plus, je suis un citoyen de Repentigny, alors c'était dur de refuser l'invitation. En effet. Donc, récemment, vous avez été dans l'actualité. Donc, vous avez annoncé un projet très ambitieux pour la ville de Repentigny, donc le projet Aventia. Donc, j'aimerais ça un peu, si vous pouvez élaborer, nous l'expliquer un peu, c'est quoi le projet, un peu ce que ça implique aussi pour non seulement Repentigny, mais aussi la Nodière en général. Merci Serge pour la question puis l'invitation pour justement parler d'Avancia parce que moi je suis un born and raised à Repentigny, j'ai grandi le long du fleuve puis on a eu toute une réflexion depuis 3 ans puis c'était même entamé un peu avant la campagne électorale parce que Repentigny est arrivé à son plein développement. C'est une des premières villes au Québec, si ce n'est pas même au Canada, qui a atteint 100% de son périmètre urbain. Tout ce qu'il y a en dehors de Repentigny, c'est des terres agricoles. Puis bon, on comprend la nécessité de protéger certaines terres agricoles là, pour nos questions de souveraineté alimentaire, quoique je pourrais vous en parler. On a du temps ensemble. Là, je vais vous parler un peu de ma vision par rapport à ça. Mais avec les lois qui nous gouvernent, Repentigny est développé à 100%. On a atteint notre pleine capacité. Puis malheureusement, de la façon que le régime fiscal municipal est fait au Québec, on a nos revenus que par la taxation foncière. On a très peu d'autres outils pour aller chercher des revenus pour financer nos infrastructures, financer nos activités, les services qu'on offre. Et Repentigny, 80% de ses revenus, c'est la taxation foncière et de ça, 83%, c'est de la taxation résidentielle. Donc, à toutes les fois que j'ai une augmentation de 1 $ d'une dépense, 83 sous va être directement référé aux citoyens. Ça ne marche plus. On peut plus continuer dans cette optique-là puis dans cette logique-là. On a un parc industriel de première génération entre Brien et Industriel le long de l'autoroute 40, une des autoroutes les plus congestionnées, mais les plus utilisées aussi au Québec, 200 000 automobilistes qui passent là tous les jours. Donc, on a un parc industriel de première génération qui date des années 70-80, qui a été fait avec le modèle et la pensée du développement des années 70. Donc, c'était vraiment le premier qui arrive, il met ses piquets où il veut, ça devient ça, son lotissement puis son terrain. Fait que ça nous fait des drôles de lotissements, là. On a des fois des terrains qui sont faits en L, puis des terrains qui sont faits en U, puis des terrains enclavés. Donc, ça s'est fait au gré des entreprises qui venaient s'établir dans les années 70-80 à Repentigny. Fait que le premier qui arrivait, il s'installait, puis ça devenait son terrain. Fait qu'il n'y a pas de synergie entre nos entreprises. Il n'y a pas une trame commerciale ou économique qui est dans un certain secteur. C'est un peu pêle-mêle le type d'entreprise. Puis j'adore mes entreprises qui sont dans le secteur. Là, loin de moi l'idée de, au contraire, on veut qu'ils restent, mais on veut surtout qu'ils soient en mesure de se développer à leur plein potentiel. Ce qui fait que ça nous a fait, quand on regarde sur Google Maps de haut, là, le secteur que je vous ai nommé, là, de Brien aller jusqu'à Industriel, il y a premièrement là, beaucoup de gruyères. Il y a des endroits où il y a des petits terrains vacants à gauche et à droite, mal développés parce que mal lotis. On a des entreprises qui se sont faites avec les règles des années 70-80. Donc, automatiquement, quand tu avais 10 000 pieds carrés d'entreprise, tu devais avoir tant de cases de stationnement. Ah, ça, c'est génial, merci. Quand tu t'établissais à N'hésitez l'époque, pas,
N'hésitez pas à vouloir nous aider un peu à piloter Google Ben Maps. Je oui. connais moins. Donc, on parlait du boulevard Brien, vous me dites? Ouais, vous n'êtes pas très loin, là. Peut-être juste Voilà. monter un peu, là. Vous étiez exact. Puis mettez Voilà. le petit satellite là, pour qu'on voit vraiment Oui, la bien sûr, cartographie, là. les données géographiques, voilà. Exact. Puis descendez, on est un peu là où il y a le petit point rouge, là. Si vous zoomez là, vous allez Voilà. voir de quoi on parle. Exact. Et bon, donc ça s'est fait dans les années 70, puis à l'époque, la réglementation urbanistique disait que si une entreprise a 10 000 pieds carrés, elle doit avoir tant de cases de stationnement. Aujourd'hui, on le sait, là, avec la numérisation, la robotisation et compagnie, parfois une entreprise a peut-être besoin de moins d'employés ou de cases de stationnement. Donc vraiment, là, puis ouais, si vous descendez un peu, là, on est pas mal dessus, là, monter là où il y a le Canadian Tire, là, c'est toute la section à l'arrière. Puis vous voyez déjà, là, on a des zones qui sont, bon, ben, zones vous voyez, vides. exact, là, il y a En des arrière de la terrains qui cage, sont entre vacants. autres. Exact. Puis ça, c'est un super de bon exemple. Tu sais, on a un terrain où on a une cage au sport, quelques restaurants, et à l'arrière, c'est du stationnement, mais qui est toujours vide. Donc, puis ça s'est fait aussi à une époque, puis c'est encore ancré dans notre mentalité québécoise, puis pourtant on voit qu'aux États-Unis, ça se transforme de plus en plus sur cette logique-là. Au Québec, c'est un bâtiment, une utilité. Fait qu'on fait une tour résidentielle, c'est que du résidentiel. On fait un bureau commercial, c'est que du commercial. On fait une industrie, c'est que de l'industrie. Alors que... C'est même, c'est le cas aussi dans les régions. J'avais été conseiller municipal à l'époque dans la région de Portneuf. C'est la même chose, là. Et si on veut, un genre de parc industriel qui est là, impossible d'avoir autre chose que l'industriel. T'as un vieux centre commercial, c'est quasiment impossible de le rétablir faire autre chose. Il y a une exception à Saint-Marc, la ville où c'est que j'étais, où c'est un ancien parc industriel, c'est l'ancien centre commercial qui était là, excusez-moi, où ils ont rénové certaines sections pour faire des appartements. Mais ça avait pris énormément de changements de réglementation au niveau du zonage pour le permettre. Puis éventuellement, c'est une contrainte que j'aimerais ça qu'on discute pendant le podcast. C'est quoi qu'on est capable de faire justement au niveau du zonage, la difficulté qu'il y a au niveau réglementaire à passer. Ouais, parce qu'on a beaucoup trop de règles, puis j'ai un petit côté libertarien. Là. Moi, le moins de réglementation qu'on peut avoir, laissons le privé faire ce qu'ils sont capables de faire du développement économique. C'est pas à la ville puis à des fonctionnaires de diriger l'économie, bien au contraire, c'est de donner des facilités. Puis on le voyait là, avec le développement qui s'est fait, comme je vous contais, là, dans les années 70-80. Là, on est arrivé à notre plein potentiel. On est coincé, on n'a plus de capacité. Faut agrandir de l'intérieur. C'est là qu'on est arrivé avec l'idée d'Avancia. C'est sûr que c'est un projet qui est sur du long terme. Là. On parle d'une quinzaine d'années environ là, pour refaire toute cette requalification-là. Mais après avoir échangé avec énormément de propriétaires d'entreprises dans le parc d'affaires, plusieurs aimeraient prendre de l'expansion. Ils ne sont pas capables. Leur terrain est trop petit, mal loti, mal fait. On a des entreprises qui seraient prêtes à accueillir du 2, 3 étages au-dessus de leur bâtiment pour accueillir du commercial. J'ai, entre autres, une propriétaire là, dans le parc industriel d'un salon de yoga. Puis bon, elle a un bâtiment commercial. Elle a quelques petits commerces là, au premier étage. Mais elle dit, moi, là, si tu me permets d'avoir 2, 3 étages résidentiels au-dessus, ben moi, il y a une clientèle là, que je peux attirer. Ça va m'encourager à investir dans mon bâtiment, le refaire, mieux le faire, mieux le lotir. Donc, puis ça va me permettre d'accueillir des clients, des résidents, mais qui inévitablement vont devenir des clients de son commerce ou des boutiques au premier étage. Donc, on est parti avec cette volonté-là de le requalifier. Nous, on s'est vraiment donné comme vision de maximiser le type d'entreprise qu'on peut accueillir parce qu'on était très restrictif dans les dernières années. Au fur et à mesure que les plans d'aménagement du territoire et les plans d'urbanisme avançaient, on était de plus en plus contraignants sur le type d'entreprise qu'on voulait. Et moi, quand je suis arrivé, ça a pris 3 ans de refaire notre plan d'urbanisme. C'est un des plans d'urbanisme qui a été les plus longs à faire, mais on s'est dit, on veut prendre le temps de bien le faire. On a comme maxime à Repentigny de prendre du temps, je recommence, de perdre du temps, prendre le temps de perdre du temps pour gagner du temps.
je vais réussir à l'avoir. Mais l'objectif, c'est de se dire, on est prêt à perdre du temps, on est prêt à perdre 3 ans pour vraiment prendre le temps de bien faire notre plan d'urbanisme. Mais la minute qui va être faite, il va être sur la coche, puis ensuite, là, on va pouvoir vivre avec pendant 15-20 ans sans problème, sans avoir à tout le temps changer la réglementation. Puis j'ai tout le temps dit à mes équipes, si notre cahier de réglementation est épais comme ça, moi je veux que ça finisse à peu près épais comme ça. On ne veut plus aller sur le modèle de catégorie de type d'entreprise. On veut y aller sur le Code-Based Form aux États-Unis. La manière de faire l'aménagement du territoire aux États-Unis est complètement différente et beaucoup plus intéressant. Ce qui intéresse les villes aux États-Unis quand ils font de l'aménagement du territoire, c'est la qualité architecturale du bâtiment. C'est la gestion des eaux de pluie, c'est la gestion du trafic. Mais après ça, qu'est-ce qui se passe dans le bâtiment? C'est-tu un dentiste, c'est-tu un coiffeur, c'est une compagnie de camionnage? Ben là, ça, c'est au privé à s'organiser puis à nous le dire. C'est pas à la ville de commencer à dire dans cette zone-là, je veux que des entreprises de vente de vêtements pour hommes. Puis là, dans tel coin, eh bien, c'est fou, hein, mais dans notre codification, tu as été conseiller municipal, Francis, mais dans nos codifications d'urbanistes, tu es obligé de dire, moi, je suis un salon de coiffeur pour hommes, un salon de coiffeur pour femmes, un salon de coiffeur mixte. Imaginez le pauvre entrepreneur là, qui se trompe là, dans son plan ou qui avait commencé à salon de coiffeur pour hommes, décide de finalement se convertir puis d'être mixte, puis il est obligé de refaire des demandes de permis. Ça n'a pas de sens. Dans le parc industriel à Québec, le parc Colbert, pour ceux qui connaissent bien Québec, là, une entreprise que j'avais visitée à l'époque, que je me cherchais un emploi, dans le temps que je cherchais à changer d'emploi, genre avec eux autres, parle, comme on est propriétaire du bâtiment à côté, mais tu sais, le bâtiment à côté, c'est un peu comme si t'es propriétaire du jumelé à côté du tien. Là. C'est un mur mitoyen, le terrain mitoyen, mais justement, la fonction d'utilité au niveau du zonage n'est pas la même. Fait que ça y prend une dérogation pour être capable de juste ouvrir une porte entre les deux murs mitoyens et de prolonger sa production de l'autre côté du mur. C'était un bordel, ça avait été 3 ans de temps de démarche avec la ville de Québec. Puis ça avait commencé sous le maire Labaume, mais ça s'est complété sous le maire Marchand. Fait que c'est pas juste une question du méchant maire Marchand, là. Ça a commencé sous Labaume, ça a continué sous Marchand. Quel est mon enthousiasme absolu de voir l'un des fondateurs, le fils de l'un des fondateurs du Bloc québécois formé dûment avec une maîtrise à l'ENAP, mon père enseignait à l'ENAP d'ailleurs. Donc, on parle d'administration municipale, on parle d'alléger les charges pour les entrepreneurs. Écoutez, j'ai un condo à Sherbrooke depuis 2016, j'ai presque le goût de déménager, comprenez-moi bien. Parce que bon, ne nous emportons pas non plus, puisque M. le maire de Repentigny est un peu comme un Gaulois qui résiste à l'envahisseur qui, c'est du moins les règlements municipaux, la lourdesse administrative. Donc, si on parle de planification urbaine, c'est ça le sujet amené, je vais poser, j'arrive un peu. En prenant en compte justement les préoccupations des citoyens, qui ne sont pas nécessairement des entrepreneurs, mais on s'entend que ce soit des gens issus du particulier, du domaine de l'entrepreneuriat. Comment on peut favoriser une croissance économique tout en étant respectueux du droit de propriété? Dans une ville comme la vôtre, on s'entend, on est en plein Lanaudière, on est dans une région qui est proche des grands centres comme Montréal, mais qui peut conjuguer un peu tous les besoins des moyennes villes. Vous êtes rendu à quoi, 90 000 habitants? 89 000, oui, exactement. 89 000, Donc, question de même, comment on peut respecter le droit de propriété en essayant de conjuguer tout ça actuellement? Je vous parle en tant que maire, mais je vous parle en tant aussi qu'étudiant éternel de l'administration publique. C'est une super de bonne question. Ben, tu sais, premièrement, la façon de faire, c'est, je vous dirais, de respecter dans un premier temps nos entrepreneurs, puis de prendre certaines ententes avec eux. À titre d'exemple, là, dans le parc industriel, on a fait la promesse aux propriétaires fonciers qu'on n'irait pas vers l'expropriation. Donc, déjà là, on va toujours être en mode de discussion puis d'échange. C'est sûr que ça rend la transformation peut-être plus laborieuse, ça va peut-être prendre un peu plus de temps, mais je le réitère, des fois, on a tout intérêt à perdre un peu de temps pour prendre du temps puis regagner ce temps-là plus tard. Donc, vraiment de prendre le temps de collaborer avec les promoteurs
Moi, je vous dirais, c'est d'intégrer tout le monde dès le départ, puis qu'ils soient des parties prenantes dans la réflexion de l'aménagement du territoire, parce qu'il n'y a pas un dossier qui est plus complexe et plus difficile que l'aménagement du territoire. Ça nous interpelle tous. On vit nos villes, on connaît nos quartiers, on est souvent nostalgique de voir des commerces disparaître ou des secteurs se développer. Fait qu'il faut vraiment qu'il y ait un dialogue constant, puis c'est ça qui nous a animés quand on a lancé le projet Avancia. Bien avant, là, les 3 années avant, là, on avait fait 7 rencontres de consultation avec la population pour venir faire de l'idéation avec nous là, du parc industriel. On a fait une rencontre notamment avec tous les propriétaires fonciers du parc il y a à peu près 2 ans, avec des représentants de tous les ministères du gouvernement du Québec. Il y avait juste l'environnement comme toujours, mais en tout cas, il y avait juste l'environnement qui n'était pas présent. Eux, ils nous ont dit, vous nous appellerez à la fin quand vous aurez des problèmes, puis on vous mettra encore plus de bâtons dans les roues. C'est Les d'autres choses. fameuses demandes d'essai. Exactement. Mais on a eu une soirée là, où on avait à peu près là, une centaine de personnes, là, des gens du transport en commun, Hydro-Québec, les propriétaires de terrain. On s'est dit, comment vous voyez l'aménagement? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'il y a une hauteur maximum de bâtiments? Est-ce qu'on veut certains types d'entreprises? Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on ne veut pas? Comment vous voyez, est-ce que vous voulez du transport en commun? Est-ce qu'on se dirige vers le tout à l'auto? Donc, vraiment, là, on a eu des discussions profondes. Juste cette journée d'idéation-là devait prendre 2 heures. On a fini, il était rendu à peu près minuit. Les gens ne voulaient plus partir. Donc, je te dirais, Samuel, une des façons de réussir ce tournant-là, là, c'est vraiment en ayant un dialogue puis de la transparence. Parce que moi, je suis juste le dépositaire tu sais, on m'a donné le bâton le témoin là, pour la course à relais et la gestion de la ville, mais je vais leur donner incidemment un autre plus tard. Moi, je gère les fonds publics, je gère l'argent des citoyens, c'est pas mon entreprise privée. Donc, il faut tout le temps être en dialogue constant avec eux, puis d'une totale transparence, parce que c'est l'argent des gens qu'on gère. Là. Je veux juste poser une question pour faire le suivi, parce que quand Samuel... Mon son, est-tu correct, Samuel? Ça sonne comme dans une autre pièce. OK. Bon, en tout cas, on va faire ce que je peux. Semble avoir des problèmes un peu techniques quand Samuel a partagé l'écran. J'ai comme tout perdu d'un coup. Donc, un peu, comment on voit la relation, j'avais 2 questions, mais comment on voit la relation, justement, le développement du municipal avec les autres paliers de gouvernement? Parce qu'on le voit, mettons, il y avait des projets à Mirabel, projets agro-touristiques, les entrepreneurs veulent agrandir leur entreprise, veulent genre développer, la municipalité, d'accord, mais CPTEQ veut pas ou d'autres organisations du gouvernement veulent pas. Donc, comment on peut dealer avec les paliers supérieurs? C'est extrêmement complexe, puis il va falloir à un moment donné qu'on réussisse à se trouver une façon de communiquer parce que la main droite ne parle pas à la main gauche. Tu sais, je vais vous donner juste un exemple. On a fait la réfection du pont Rivet, qui est un pont, c'est le pont entre Repentigny puis sa section nord, le Gardeur. Et à un moment donné, le ministère du Transport au fédéral nous a arrêtés en plein milieu du chantier pour nous dire qu'ils avaient découvert qu'il y avait une loi adoptée en 2017 par Trudeau pour nous obliger à consulter les Premières Nations avant de se lancer dans un grand chantier comme ça. Là, c'est parce qu'on est déjà en train d'amener les pépines, on est déjà rendu à la moitié de la construction du pont. Et là, vous nous dites qu'on doit tout arrêter puis entreprendre des démarches avec les Premières Nations. C'est la première fois qu'on en entend parler. Surtout que Repentigny, c'est pas un territoire où on n'a pas de communauté. Fait que là, on parle à qui? C'est pas Wendake à Québec, là, tu sais. Ben non, c'est ça. Fait que là, Parce on parle-tu à Il y a du Kanessetake? gaspillage d'argent de ça. C'est une espèce de manque de respect au public qui sont les contribuables qui alimentent par la force des choses, je veux dire, de par leurs taxes, de par leur labeur. Et on stoppe un genre de projet comme ça en disant, ben, pour question morale, éthique, environnementale, il n'y a pas un déclic parmi... Je vais avoir des questions là-dessus avec les mêmes ARC, comme dirait... pas feu Stéphane Gendron, il n'est pas décédé, mais feu c'est Stéphane Gendron. Moi, je suis toujours autant éberlué, je suis toujours autant pantois, encore là, comme Mme Normando le dirait. Comment se fait-il que ce genre de projet-là n'est pas clé en main directement? Comme vous dites, la main gauche ne parle pas à la main droite. Il y a un comité consultatif qui désire embarquer après, quand, comme vous le dites, la pépine est déjà embarquée.
j'en ai que de la réaction. C'est pas une question, c'est une réaction. Non. Puis on était exactement à la même place. Dieu merci, puis ça, c'est rare. Le chantier du pont Rivet, c'est la ville qui a demandé sa gestion. C'est rare, mais c'est une des premières fois où c'était une municipalité qui gérait au nom du MTQ un chantier. Ça a permis de gagner 6 mois dans les temps de construction parce qu'on avait moins de réglementation, moins de paliers de décision. Puis on a sauvé à la fin là, pas loin de 500 000 à 1 million juste parce que c'était la municipalité qui le gérait. Mais là, on se ramasse en plein milieu où on a un organisme, un ministère fédéral qui nous dit qu'on doit arrêter pour consulter les Premières Nations. On apprend plus tard que le MTQ a une division de négociation avec les Premières Nations, mais que même eux ne le savaient pas. Alors, vous voyez un peu le bordel que ça a créé. Fait que finalement, il a fallu qu'on écrive de nous-mêmes à certaines Premières Nations avec qui on avait des bons liens pour qu'ils nous aident puis qu'ils remplissent la paperasse, mais quelle perte de temps. Fait qu'il y a vraiment un manque de coordination, puis il faut qu'on se trouve une mécanique. Puis, tu sais, on a des ministères des affaires intergouvernementales, autant à Québec qu'à Ottawa. Des fois, je me demande un peu qu'est-ce qu'ils font. Parce que, outre chiquer de la guenille, ils devraient peut-être pas mal plus travailler à s'assurer d'avoir des meilleures coordinations quand on fait des projets. Comment ça se fait que quand on fait un Et- projet aussi majeur que ça, on ne s'assoit pas Québec, Ottawa, puis la municipalité, puis on se dit tout ce qu'on a à se dire, on règle tout dans une réunion, puis après ça, ben, opérons. les administrateurs, du moins du comité des Premières Nations, desquels vous avez dûment parlé, est-ce que bon, ils étaient de bonne foi, tout se passait bien avec eux, Avec les Premières Nations avec qui on a travaillé, ben, ils étaient eux-mêmes un peu surpris là, parce que c'était comme dans les premières fois qu'ils devaient embarquer ça. C'est sûr qu'il y en a qui nous ont demandé où était Repentigny sur la carte. Là. Mais avec eux, ça a bien été, mais ils sont pris dans la même mécanique que nous, là, dans le sens où il y a une nouvelle loi, puis ça a l'air qu'il faut qu'on soit consulté. Fait que, C'est sûr que tu vas voir un grand chef de la nation cri dans le coin de Radisson, comme c'est où Repentigny? ouais. Je sais pas. Puis écoute, tu il y a des parlais clés de. qui se perdent. Ouais, c'est ça, exactement. Quel jeu de mots, Sam. Tu donnais l'exemple tout à l'heure du ministère de l'Environnement qui arrive toujours en dernier, si on veut. Dans la ville où j'étais conseiller municipal, c'est un dossier qui s'était passé avant que j'arrive au conseiller, mais je m'en rappelle bien, je résidais dans le secteur. On voulait faire un nouveau développement résidentiel. Les normes quant à la protection des milieux humides ont changé entre les deux phases de développement. Mais le plan carrément du secteur au complet avait tout été fait, l'ingénierie avait été faite avant le changement de loi. On finit la phase 3, on veut commencer la phase 4. À la phase 3, c'était pas un problème. À la phase 4, la loi est en application. La phase 4 était la seule qui était construite en zone humide. Il avait été prévu, avec les plans d'ingénierie, de passer du drainage à grandeur pour éviter qu'il y ait des problèmes d'infiltration d'eau dans les fondations. Le ministère de l'Environnement débarque sur le chantier. Non, vous n'avez pas le droit de mettre du drainage, c'est maintenant illégal, donc on doit protéger. À cause de ça, plutôt que de passer un drainage, comme il était prévu initialement, pour drainer l'ancienne swamp, dans le temps que mon grand frère était adolescent, les gars se promenaient en dirt bike là-dedans. C'était une vraie swamp à grandeur. Ben, au lieu de le drainer, ils ont obligé tous les résidents à se mettre une pompe submersible à grandeur. Et s'il y a de l'eau qui rentre, c'est à tes frais à toi. C'est pas aux frais de la ville, c'est pas aux frais du ministère de l'Environnement. Mais il était trop tard pour juste, on change le développement de place ou on l'annule tout bonnement. Et les travaux d'excavation étaient commencés. Il y a un petit peu le sunk cost fallacy qui est embarqué, mais en même temps, la ville en avait besoin. On est revenu, justement. Il était dans une petite municipalité. Écoute, le transfert de tes véhicules, c'est rien. Les droits de mutation, si t'as pas de nouveau développement, il y en aura pas beaucoup dans l'année. On parle d'une petite ville de 2500 habitants à l'époque. C'est vraiment un enjeu majeur. Ils se sont retrouvés coincés avec l'environnement de écoute, on veut pas faire de quoi d'illégal puis dropper le drain dans le trou pareil. Ce soit le citoyen qui doit payer au final pour une décision réglementaire, alors que deux organismes auraient pu se jaser, faire comme OK, c'est beau, on fait une dérogation. Votre plan d'ingénierie date d'avant le changement de loi. Les travaux avaient déjà commencé avant le changement de loi. C'est beau, c'est correct, on le laisse aller pour celui-là, mais prenez en compte que pour tous les prochains travaux,
il va falloir appliquer la loi. Non, c'était là maintenant. Ça me permet de rebondir un peu sur ta réaction, Francis, si tu n'avais pas. On parle de la mise à jour de la politique de foresterie urbaine qui viserait notamment à renforcer la résilience face au changement climatique. Comment votre ville réussit-elle à justement, non pas à conjuguer, mais à s'assurer que ces initiatives-là ne restreignent pas excessivement les droits des propriétaires fonciers? On a un bel exemple justement ici en disant, selon les stades du développement, et vous avez dit tout à l'heure que le ministère de l'Environnement embarque en disant on aura des problèmes, on va vous en donner d'autres. Mais c'est ça, comment la ville peut s'assurer, parce que maintenant vous avez, c'est une sous-question, maintenant vous avez quand même des impératifs de garantir certaines promesses, vous êtes quand même un élu. Mais en même temps, c'est là où la promesse s'ébrèche au contact de ces enjeux-là. Comment vous réussissez à vous assurer que ça ne brise pas le droit de... Ouais, c'est une très bonne intervention. Tu vois, c'est dans la philosophie des types d'opérations qu'on veut, puis des mécanismes qu'on va mettre en place pour les réaliser. Il y a une municipalité sur la Rive-Sud, puis je veux pas les pointer, leur dire qu'ils font bien ou pas bien, mais eux, ils ont décidé que maintenant, si un citoyen n'avait pas d'arbre en devanture de leur résidence, il y avait une pénalité de 250 $. Moi, je pense pas que c'est la bonne façon d'encourager les citoyens de s'approprier l'environnement puis d'avoir le goût de planter un arbre en se faisant taxer à coût de 250 $. Nous, ce qu'on a fait, c'est plutôt le cheminement inverse. On a dit aux citoyens qui veulent planter un arbre, nous, on est prêt à faire une contribution financière puis vous accompagner là-dedans. Fait qu'on est prêt à vous donner un 250 $. Puis je pense même que ça peut aller jusqu'à 400 là, si c'est des arbres matures, achetés auprès de fournisseurs de la région. Là. Donc, puis il y a pareil une certaine vérification, parce qu'on ne veut pas non plus que les gens en profitent pour en acheter 20 puis aillent les planter à leur chalet. Mais on a vraiment, nous, on y va beaucoup plus avec la carotte qu'avec le bâton. Une autre des mécanismes qu'on a mis en place pour justement se redonner une canopée, on a commencé à mettre en place, quand on est arrivé en 2021, un fonds d'acquisition pour des propriétés le long du fleuve Saint-Laurent. Notre communauté est bâtie le long du majestueux fleuve Saint-Laurent. On est bordé par la rivière l'Assomption. On a un point de vue unique sur le fleuve. Puis c'est dans l'ADN de Repentigny parce qu'on fut à une époque là, un site touristique de villégiature pour les gens de Montréal. Ils venaient à Repentigny pour profiter du fleuve avec nos 7 à 8 plages. Donc, à chaque année, avec les surplus, puis je dis ça technique parce qu'une ville, c'est pas tellement qu'on fait des surplus, mais on est obligé d'avoir un budget zéro. Donc, avec les rentrées supplémentaires d'argent qu'on a, on met de l'argent de côté, puis on commence à acheter des terrains. Justement, on va faire, là, je vous annonce une petite primeur, là, mais on va annoncer bientôt là, l'acquisition officielle là, de l'ancienne maison de Claude Blanchard, fut Claude Blanchard, complètement dans l'est de Repentigny, un terrain de 110 000 pieds carrés. Et on va détruire la maison, on va regazonner le secteur, puis on va planter des arbres, ce qui va nous permettre d'augmenter notre canopée. Puis l'autre chose aussi, parce qu'on parlait tantôt de notre révision là, de la politique de foresterie urbaine, on a souvent eu comme mentalité de planter qu'un seul type d'arbre. Donc, à Repentigny, on a planté des chênes, puis on a planté des érables argentés. Mais quand est arrivée la grille du frêne, là, on a perdu à peu près 30 à 40 % de la canopée à Repentigny. Donc, juste d'y aller avec des nouvelles, d'autres sortes d'arbres, de diversifier le type d'arbre pour être plus résilient. Puis une des actions aussi qu'on a mis en place, on a planté notre toute première micro-forêt au parc Jean-Claude Crevier, basée sur une technique au Japon. Ils plantent à peu près 1500 arbres sur un très petit secteur et il semblerait, puis là on va voir les résultats, là, mais qu'on est en mesure d'avoir une forêt centenaire en moins de 20 ans. Donc, du type de plantation d'arbres, du mélange de végétation, il semblerait que ça favorise un développement accéléré là, de forêt. Donc, c'est notre façon d'y aller. Mais on ne veut vraiment pas utiliser le bâton. Moi, je pense que c'est la pire des façons d'encourager les gens de planter des arbres que de leur mettre des contraventions. C'est plutôt de leur montrer les bénéfices et de les accompagner dans la démarche. Pour rester un peu dans le même exemple, c'est vrai, Serge, j'avais une question. Je vais juste donner mon exemple. Ouais, vas-y. Ça, dans le fond, tu as une autre ville, la Rive-Sud, qui, elle, c'est au contraire, c'est interdit de couper un arbre sur un terrain. Mais je dois deviner que si tu veux développer un nouveau secteur, puis qu'il y a un arbre, tu peux pas développer un nouveau secteur.
Fin de parenthèse. On y arrivera pas. Puis, moi, j'ai un de mes conseillers municipaux, celui justement qui a travaillé la politique de foresterie, Normand Urbain, c'est un acériculteur bio. Fait que il est dans sa forêt à tous les jours. Il s'appelle Normand Urbain. Oui, exact. C'est merveilleux, ça, ce nom-là. En tout cas, il y avait le nom pour la politique de foresterie urbaine. Mais Normand, c'est un travailleur des arbres. Il fait du sirop. Donc, il connaît bien le domaine. Puis, il est le premier à être pleinement conscient qu'il y a des terrains où on n'aura pas le choix de couper les arbres. Maintenant, après ça, c'est est-ce qu'on est capable de compenser ailleurs de façon intelligente? Mais, on a dans certains secteurs de Repentigny des arbres qui sont beaucoup trop envahissants, qui étaient plantés dans les années 70, puis c'était plein de bonne volonté. Mais c'était des petits arbres, puis 30, 40, 50 ans plus tard, ces arbres-là deviennent massifs avec des racines qui détruisent les entrées, qui détruisent les tuyaux d'aqueduc. Fait qu'on est conscient qu'il y a des arbres qu'on n'aura pas le choix d'abattre. On a planté le mauvais arbre à l'époque. Donc, il faut qu'on corrige l'erreur. C'est pas mieux d'avoir un citoyen qui a des racines qui rentrent dans son sol. À un moment donné, c'est de ne pas être dogmatique, mais c'est de trouver des façons de compenser un peu ailleurs. Fait que quand on achète un nouveau terrain, pour redonner en bordure le long du fleuve, on plantera davantage d'arbres, puis ça compensera pour les secteurs où on a eu à couper. Ah, c'est parfait ça. Je suis entièrement d'accord avec le principe de la carotte au lieu du bâton. Mon beau-frère est aussi maire dans une petite municipalité en Estrie, puis il a la même mentalité exactement que vous là-dessus. Fait que je trouve ça vraiment génial. Juste revenir un peu au projet Aventia, puis un peu développer un peu là-dessus, puisque pendant que vous avez fait vos présentations, vos vidéos, vous avez prononcé 3 mots qui ont provoqué beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Donc, ces mots étant ville, 15 et minutes. Et donc, beaucoup ont commencé à avoir des réactions très négatives. Donc, j'aimerais ça un peu vous entendre un peu comme c'est quoi votre réponse à ça. Puis aussi, comment on fait pour dealer avec, bon, beaucoup de monde veut du développement, veut payer moins de taxes, mais personne ne veut rien dans sa cour. Donc, comment on fait pour dealer avec un peu ce genre de situation-là? Oui, puis tu as tellement raison, Serge. Puis je le savais en disant ville de 15 minutes, ce que j'allais ouvrir comme déferlante qui allait venir. Mais je le déclare tout de suite, là, je ne suis pas membre du Parti communiste chinois, bien au contraire. Bien au contraire. Non, ouais, non, puis en tout cas, vous commencez à comprendre un peu ma vision politique, là. Je suis à l'extrême opposé, mais on ne trouvait pas de meilleure façon de décrire le concept parce qu'à la fin, on revient vraiment juste sur un concept de base, là. L'objectif, c'est pas de fermer. Ultimement, c'est de revenir à ce que les villes étaient avant de mettre la norme d'un bâtiment, un stationnement. Exact. Puis tu sais, Francis, tu as tellement raison. Il y a un citoyen, il y a à peu près 2 ou 3 conseils municipaux qui vient. Puis il était inquiet par rapport à la notion de ville de 15 minutes. Tu sais, il dit, c'est quoi ce concept-là? Ça sort de où? Puis bon, fait que j'explique un peu la vision. J'ai écouté, monsieur, c'est assez simple, là. C'est juste de créer des pôles d'emploi à peu près une quinzaine de minutes à pied ou en vélo, ou en tout cas très proche là, de la résidence des gens. Fait que c'est juste ça. Après ça, est-ce qu'il y a d'autres déclinaisons, d'autres? Fort probablement, mais le concept... c'est garder captifs les gens le plus près possible pour dépendre de l'État et faire en sorte... C'est un peu l'espèce de théorisation qu'on a de ce concept-là qui vient du WEF. Et donc, voilà. Puis je peux le comprendre parce que si je vois ce qui se fait en Chine, j'aurais peut-être pas j'aurais pas le même sourire de vous parler si on avait la même discussion en Chine. Mais au Québec... Parce que j'écoutais votre projet, puis je savais que ça allait causer des réactions, mais moi, j'étais là comme genre, gros scandale, des services de proximité près des emplois puis des endroits où vivre. C'est comme genre, yeah. C'est juste que tu ailles la garderie pas loin d'un service de santé, puis d'une école, puis d'avoir des commerces, puis des restaurants, puis ton pôle d'emploi juste à côté. Fait que, tu sais, on résume vraiment à ça la vision de la ville à 15 minutes. Puis après ça, s'il y a d'autres trucs, ça sera aux autres de juger. Mais il y a le citoyen qui est venu au conseil, il y a à peu près 3 séances, commence à m'en parler. Je lui explique aussi simplement, écoutez, monsieur, là, c'est juste de s'assurer d'avoir les services de base pas loin de où vous vivez, puis d'essayer d'accoler une job pas loin.
parce que ça ne tente plus à personne de prendre son char, de faire 1 heure et demie de trafic le matin pour se rendre au centre-ville de Montréal, puis après ça, faire 1 heure, puis là, courir pour aller à la garderie qui est à l'autre bout de la ville, parce qu'on a tout concentré les services pour la petite école dans un secteur, puis on a mis les services de santé dans un autre, puis on a mis les centres d'achat concentrés ailleurs. L'objectif, c'est juste d'essayer de pouler tout ensemble. Fait que le citoyen, il finit en me disant, ben, dans le fond, il dit, c'est comme quand qu'on a bâti nos villages au Québec. Là, on mettait l'église, puis il y avait la taverne pas loin, puis le monde vivait à peu près à 5-10 minutes à pied des pôles d'attraction de la ville. Ben, c'est ça, Parce monsieur, que, vous avez parce tout que c'est ça, tu sais, compris. moi c'est exactement pour ça que je suis à Repentigny. Tu dis, ça fait 7 ans que je suis à Repentigny, puis j'adore la ville, mais moi, mon emploi m'amène à voyager partout au Canada et aux États-Unis. J'ai pas besoin d'être à Repentigny, j'ai même pas besoin d'être au Québec. Mais tu sais, quand que ma conjointe a gradué, donc ses études, au début, on cherchait dans sa rive sud parce qu'elle travaillait sur la rue Sherbrooke à Montréal. Mais quand elle a rencontré quelqu'un qui disait, hey, il y a une job à Repentigny, ça te tente-tu? Ben, je dis, on a tout de suite décidé qu'on allait habiter à Repentigny parce que c'était genre à 10 minutes de voiture. Même la première maison qu'on avait visitée, qu'on voulait acheter, était genre vraiment à 10 minutes de marche d'où qu'elle travaille. Bon, il a fallu mettre 50 000 de plus en travaux sur la maison. Là, ça ne me tentait pas. Je n'avais pas les moyens à l'époque. Mais je disais, pourquoi qu'on irait se mettre à Montréal, ça arrive sud, à Mascouche, si ma conjointe travaille à Repentigny. On voulait être proche, on voulait des services de proximité et ça diminuer le trafic le plus possible. Donc, c'est normal de vouloir des services de proximité. Là, Ah, puis tu sais, une des réussites qu'on a à Repentigny, on a le centre d'achat, les galeries Rive-Nord. Le deuxième étage, avant, on avait un Sears, là, il a fermé. Bon, ben, on est en train de remembrer puis d'avoir des nouvelles entreprises qui viennent s'y établir. Mais c'est la première fois qu'on a une entreprise de service qui est venue, GBI, une grande firme d'ingénieurs qui a parti à Repentigny, une firme qui a été développée par des gens de Repentigny dans les années 60. Après ça, ils sont déménagés à Montréal. Et ils ont décidé en 2020-2021 de revenir à Repentigny puis de s'établir au deuxième du centre d'achat. Ils ont 300 employés. Le 3/4 des employés, c'est des gens de Repentigny qui vivent à peu près là, dans un rayon là, de 10-15 minutes parce que c'est des gens qui travaillaient dans d'autres firmes d'architectes ou d'ingénieurs à Montréal. Et là, ils se sont rendus compte qu'ils étaient capables en à peine 10 minutes à pied de partir de chez eux puis de se rendre dans leur lieu de travail. Puis pour le centre d'achat, ben, d'avoir pas loin de 300 employés qui, à tous les jours, viennent au bureau, ben, ça va être des futurs clients, c'est des gens qui vont aller au marché d'alimentation le midi, fait que ça régénère l'économie même pour le centre d'achat. Puis même en région aussi, ça peut se voir. Machinex, qui était Plessisville, avait un service de navette à Saint-Nicolas parce qu'il y avait trop d'employés qui vivaient à Lévis. À un moment donné, ils ont fait comme c'est bon, on va juste ouvrir un bureau à Lévis. Ça nous coûte trop cher le transport. Là. Moi, j'ai une petite question par rapport à. Ça me fait penser, j'ai fait mes recherches sur votre ville, bien entendu. C'est une des villes au Québec, je n'ai jamais pu avoir l'honneur d'y mettre pied. Ça sera probablement bientôt avec Faut les régler 3 ça. bouteilles de Faut whisky. régler ça. Ben, il faut régler ça absolument. Donc, il va falloir que j'achète 3 bouteilles de whisky. Il y a des choses qui me font penser. Bon, il fut un temps qu'à l'époque, on avait des forums économiques régionaux. Bon, des gens venaient avec leurs différences d'artisanat, d'agriculture. Ça m'intéresse aussi. Je ne suis pas de Québec solidaire, je ne suis pas d'Option nationale, je ne suis pas de la gauche écologique non plus, mais ce genre de petit projet-là vient me chercher, on dirait, que de rendre plus autonomes les citoyens. Bon, il y a des projets pilotes qui permettent désormais l'installation de poulaillers urbains puis des potagers en cours avant, ce qui est quand même assez édifiant pour une ville comme la vôtre. Comment votre ville équilibre-t-elle justement ces initiatives avec les préoccupations des voisins, les réglementations existantes? Ça, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Ben, c'est toujours le défi, hein, puis de l'acceptabilité sociale, puis s'assurer qu'entre voisins, ça va bien. Tu sais, je le réitère, c'est sûr qu'on a un petit côté très vivre et laisser vivre à Repentigny. Moi, qu'un citoyen décide en avant de chez eux de planter des tomates plutôt que du gazon, là, c'est son terrain, c'est sa propriété, c'est lui qui paye ses taxes, il a payé sa maison. Moi, s'il veut aménager de la façon qu'il veut son devanture de résidence,
libre à lui, c'est pas à l'État de commencer à dicter qu'est-ce que quelqu'un peut faire sur son terrain. Maintenant, le corollaire de ça, par exemple, c'est que tous les voisins n'aimeront pas nécessairement la chose. On a vu, on a commencé depuis quelques années sur certains terrains de la ville, on fait des coupes de gazon différencées. Fait qu'on attend le mois de mai pour laisser le gazon pousser pour favoriser la pollinisation, les abeilles et compagnie, essentielles à tout notre cycle de la vie. Puis il y a des voisins qui n'aiment pas ça de voir que leurs voisins ne coupent pas le gazon. Ben, on fait un peu de pédagogie, puis on l'explique. Puis on essaye de dire aux voisins, ben, regarde, c'est-tu ton terrain? Non. Tout ça tente de tondre ton gazon sur ton terrain. Libre à tous. Si ton voisin il veut le laisser pousser pendant un mois, ben, lui aussi, il y a des libertés, puis ces libertés arrêtent où ton terrain commence. Là, excusez-moi, là, je fais une parenthèse sublime. Ben, c'est pas la parenthèse, c'est pas moi qui est sublime, c'est ce que je remarque. C'est qu'une une administration municipale se donne comme devoir extraordinaire de faire de la pédagogie sur l'individualisme. C'est-à-dire, c'est ton terrain, c'est toi qui décides, le terrain d'en face, c'est au voisin, la liberté s'arrête à celle des autres. Ça, c'est extraordinaire. Ferme la parenthèse, je suis enthousiaste. Merci. Phonétique. Mais ça demande beaucoup de pédagogie. Fait que c'est sûr. Puis on crée de la frustration. Hein. Moi, j'ai tout le temps dit à mes candidats qui voulaient se présenter avec moi dans l'équipe, si vous vous lancez en politique pour vous faire des amis ou vous faire aimer, oubliez ça, c'est pas à la place. On a une job à faire, par exemple, puis ben, on va faire de la pédagogie. Puis si le monde n'est pas content, ben, just too bad. Mais ainsi est notre vision. Puis ben, les élections reviennent aux 4 ans. Fait que si vous n'êtes pas content, ben, vous en mettrez un autre. Mais à un moment donné, il y a de la pédagogie à faire. On a aussi un super de bel organisme. Ça, par exemple, c'est pratique, le milieu communautaire. On a un organisme communautaire qui s'appelle Equijustice et leur mandat, c'est de faire la médiation entre voisins. Donc, avant que ça se rende au niveau de la police ou des plaintes ou que ça se judiciarise, il y a un organisme communautaire à Repentigny qui est soutenu là, par le milieu et leur mandat puis leur mission, c'est la minute qu'il y a des problématiques entre voisins, comme par exemple les poules. Bon, ben, on sait que Equijustice va fort probablement avoir à faire de la médiation entre voisins. On met pareil quelques bases là, pour que personne ne se ramasse avec une ferme agricole chez eux. Il faut un certain dosage. Mais là, depuis qu'on a fait l'annonce là, des pôles urbaines, j'ai dû au moins avoir une cinquantaine de citoyens qui m'ont écrit. Puis je reviens encore à la transparence et la présence. C'est hyper important. Moi, tous les citoyens qui m'écrivent, je prends le temps de leur répondre. Fait que je leur explique, écoutez, une poule, c'est pas pire qu'un chien. Fait que si vous avez un chien chez vous, ça ne devrait pas être plus bruyant puis plus odorant que les deux poules l'autre côté. Mais ça demande beaucoup de temps et d'énergie pour faire cette Mais là, je me rends compte qu'il ne faut pas que ma conjointe écoute ce podcast-là. Parce qu'elle n'est pas au courant de ça. Elle veut des poules. Moi, j'en veux pas. Fait que je vais pouvoir continuer à dire que non, t'as pas le droit, Repentigny, t'as pas le droit. Un autre type de médiation, là, je pense pas que c'est les villes, ça c'est plus des avocats en droit familial. Non, exactement. C'est un bel exemple aussi. Je parle souvent que le milieu communautaire a été un peu... on lui a enlevé un peu l'importance qu'il avait au fil des années en confiant beaucoup de responsabilités au gouvernement pour toutes sortes de raisons, toutes sortes de sujets. C'est un bel exemple. L'organisme de médiation que vous parlez là, ça vient libérer beaucoup d'espace à la cour municipale. Ça vient lui permettre de faire réellement les tâches qu'elle doit faire, qui sont importantes à faire, parce qu'il y a des causes municipales qui sont importantes à entendre. Et quand c'est une chienne de voisin pour une clôture qui n'est pas à bonne place, tu pensais qu'elle était passée droite, finalement, en bout de terrain, là, t'es un pouce à côté, là. Ou finalement, ton cas qui vient déjà arriver, c'est pas un cas fictif. La norme était de 3 mètres entre la ligne du terrain, la ligne mitoyenne entre les deux terrains, et le bâtiment que j'avais le droit de mettre. J'étais à 2 mètres 900 quelque chose, juste pour dire, j'étais quelques centimètres à côté. Et le citoyen qui commence à se plaindre, mon voisin, je suis comme, écoute, oui, je comprends, je suis conseiller municipal, il faut que je lave plus blanc que blanc, semble-t-il, mais on peut discuter entre toi et moi aussi avant. Là. Avant de te rendre à déposer une plainte, on peut jaser puis voir, écoute, c'est quoi la problématique, puis écoute, ça te dérange? Ça te dérange-tu pour 100$? Ça te dérange-tu pour 200$? Ça te dérange pour 300$? Bon, ben là, 300$, bonne fin de journée. Y a-tu moyen de négocier entre nous, de discuter entre nous, sans avoir à loader les cours? À un moment donné, si on enlève l'aspect communautaire de nos vies, puis on les enlève de nos villes, on s'aide pas. Là.
Ben, tu as tellement raison, Francis. Puis, moi, je pense qu'il y a plusieurs pans que l'État s'est approprié qui devraient être retournés au milieu communautaire qui est sur le terrain. Les organismes communautaires, là, c'est de proximité. C'est les gens qui vivent leur localité qui s'impliquent là-dedans. C'est eux qui connaissent le mieux le territoire, les gens qui y habitent, les mœurs, les coutumes. En déléguant davantage vers le bas plutôt que vers le haut, moi, je pense qu'on pourrait régler beaucoup de problèmes, puis pas alourdir l'État, pas alourdir notre endettement, puis arrêter de dépenser parfois des millions, voire des centaines de millions dans des fonctions publiques puis de la bureaucratie qui ne réglera pas la problématique à la fin. On voit un jeune homme, écoutez, vous êtes Eratom, vous êtes d'1 an aîné de mon conjoint, vous êtes né en 87, non pas en 88. Donc là, vous êtes dans une myriade de municipalités ou je ne veux pas faire d'âgisme, des maires qui sont d'un certain âge, pour le dire, qui ont des coutumes, des mœurs qui sont peut-être issus d'un autre temps, autre mœurs, comme on dit, avec des fois une réélection par défaut, parce que malheureusement, les municipales, au même titre que les commissions scolaires, les commissions scolaires, pardon, n'attirent pas une participation électorale qui est vraiment accrue. Donc, si on peut rajouter un peu de condescendance et d'irrévérence à ce podcast, puisque c'est un podcast qui se veut plutôt intemporel, là, même s'il y a des enjeux qui sont ici présents, vous allez briguer, et j'espère heureusement, un 2e mandat. On arrive bientôt à 4 ans pleins d'ici moins d'1 an. Donc, les élections municipales arrivent à grands temps. En vous voyant dans le paysage politique municipal at large, quelles seraient les leçons que vous auriez à donner aux autres maires ou d'autres candidats des autres élections municipales? Sans dire en disant ça, c'est ma ville, je m'occupe de mes affaires, mais allons-y comme ça pour le bien de l'exercice. Si je peux me permettre de professer un peu. Ben, premièrement, d'arrêter d'avoir peur des élections, d'arrêter de tout le temps se mettre dans un mode électoral puis de se dire ah ouais, mais là, tu sais, si je gagne pas mes élections, qu'est-ce qui va arriver? Puis, moi, là, je suis pas venu en politique pour couper des rubans. Je suis pas venu en politique pour me faire prendre en photo, puis être dans le journal, puis dire là, que je suis donc bon. Moi, je suis venu pour faire un job. Fait que ça part de la base. Avant même que les gens se lancent en politique, là, pourquoi vous y allez? Ça, c'est la question la plus fondamentale. Puis il faut que les gens demandent ça à leurs politiciens. C'est beau, tu veux te faire élire, là, mais pourquoi? C'est quoi ta vision? C'est quoi tes objectifs? Donc, il faut qu'on se lance en politique parce qu'on a des choses à régler, on a des dossiers à faire avancer. Si tu y vas dans l'objectif de faire une carrière, là, déjà là, on a un problème. Fait que ça, c'est la première chose que je dirais aux gens qui veulent se lancer en politique, là. Si vous voulez y aller pour vous faire aimer ou faire une carrière, allez-y pas, je vous en supplie. C'est la pire chose à faire. Il y a beaucoup de monde L'autre qui passe chose, par ma tête. l'autre chose après ça, là, c'est d'être proche de ses citoyens puis d'arrêter de s'enfermer dans son bureau. On ne sera pas toujours d'accord avec les citoyens. Tu sais, je veux dire, acceptabilité sociale, ça ne veut pas dire unanimité, là. Puis il ne faut pas toujours y aller dans l'espèce de consensus mou. Essayer toujours de trouver des positions là, où on va faire plaisir au plus grand nombre. Ben, parfois, c'est plate, il y a des décisions difficiles à prendre, mais en contrepartie, il faut prendre le temps de l'expliquer. Puis ça, c'est un des reproches que je peux faire à beaucoup de collègues. Je m'en suis rendu compte tout au long de mon parcours politique parce que, vous allez voir, moi, je viens un peu en politique. Après ça, quand j'ai fait ce que j'avais à faire, je m'en vais, je reviens. Il ne faut pas rester là trop longtemps. Fait que collez pas. Ça, c'est l'autre conseil que je donnerais aux gens. Faites pas 25 ans parce qu'à un moment donné, ça n'a plus de logique. Si tu n'as pas fait ce que tu avais à faire en 3 mandats, tu le feras jamais. Mais c'est vraiment d'être proche de ses citoyens puis d'aller faire de la pédagogie, aller rencontrer les gens puis prendre le temps d'expliquer pourquoi on prend une décision. Parce que ça peut être difficile pour un citoyen, des fois, là, qui suit, et à raison, là, on a tellement des vies occupées, chargées, les enfants, l'école, la job et compagnie. Je peux comprendre que les gens ne suivent pas là, au day-to-day la politique, puis surtout au niveau municipal. Fait que justement, allons rencontrer les gens où est-ce qu'ils sont, puis prenons le temps de leur expliquer le pourquoi on prend telle décision, qu'on fait telle action. Je pense pas avoir une idée géniale. Je pense peut-être d'autres personnes en ont eu la même. Fut jadis naguère, on parlait avant l'émission que mon maire, autrefois, c'était Jean Tremblay, Mhm. de Saguenay, de ville de Saguenay qui a été reconstituée avec les 3 arrondissements, etc., etc. Et il faisait des émissions. Bon,
des documentaires sur les tornades. Et Saguenay n'est pas Oklahoma, mais peut-être se déplacer à l'intérieur même des foyers de vos citoyens. J'encouragerais peut-être les maires à faire des petits podcasts, des petites Ouais. annonces en disant, ben, voyez comment la densité urbaine, qu'est-ce que c'est, à quoi servent vos taxes, faire ce genre de choses-là que, vous savez, là, ça fait quand même très longtemps lorsque M. Lévesque, M. René Lévesque était journaliste, en plongeant dans le politique, tout ça, quand il était au Parti libéral du Québec, il faisait ce genre d'émission-là en disant à Ouais. quoi servent les taxes et les impôts. Ce genre de trucs-là, je dis les gens, les citoyens, je pense pas qui sont majoritaires à avoir le temps ou du moins de prendre le temps d'aller dans les tenues municipales afin de s'objecter, afin de chialer, afin de critiquer ou de poser des questions, donner des idées. Je pense qu'on s'est peut-être on s'est retranché dans nos brancards en disant, bon, le politique, je vais faire mon petit bonhomme de chemin, je vais voter une fois aux 4 ans. Essentiellement, j'aimerais voir tous les maires qui font un petit peu de leur temps, peut-être 1 heure par semaine d'information publique. Ça serait intéressant parce que vous avez la gueule de l'emploi pour faire ce genre de choses-là. Ben, merci. Puis tu vois, regarde la participation au podcast. Moi, je trouve que c'est une belle façon aussi, justement, de prendre un peu de temps avec les citoyens pour expliquer nos réflexions derrière nos actions. Juste pour voir avec vous, parce que quand j'avais communiqué avec votre bureau, on vous avait dit que vous aviez réservé de 11h à midi. Je ne sais pas si c'était un hard stop. Non, pas en tout. OK. Parce que j'avais d'autres choses, d'autres éléments que j'avais mis sur discuter, puis je me disais si on a le temps ou pas. Au niveau de la mobilité, donc le transport en commun, que ce soit avec la Rive-Nord, la Rive-Sud et Montréal, si je ne me trompe pas, donc vous avez déjà pris position un peu là-dessus. Donc, on paye beaucoup en taxes avec la communauté urbaine de Montréal, mais on a très peu de services. Donc, si vous pouvez un peu résumer la situation du transport en commun avec les banlieues, puis un peu s'il y a des choses qu'on peut faire pour un peu l'améliorer ou la changer. Là. Ben, premièrement, là, s'il y a un foutoir, c'est la gestion du transport en commun. Chaque gouvernement à Québec a été de sa petite réforme. Tout le monde essaye de se laver les mains. C'est à la mode là, de créer des agences pour envoyer le problème à quelqu'un d'autre puis essayer au niveau politique de s'en débarrasser. Puis c'est ça le problème qu'on a en matière de gestion. C'est un concept que j'appelle la déresponsabilisation institutionnalisée. Écoute, Francis, j'adore. Si ça ne te dérange pas, je vais reprendre le terme. Là. Je vous le donne. Ça résume parce que, juste vous donner comme exemple, avant 2017, la gestion du transport en commun était par MRC dans la communauté métropolitaine de Montréal. Repentigny, on avait notre propre organisation qui était à même la municipalité. C'était 2 employés. Retenez ça en tête. C'était 2 employés et on a fini, quand on a fermé les comités là, municipaux de transport, là, on a fermé avec 500 000 de profit. Fait qu'on faisait du transport en commun. C'était peut-être pas le transport en commun le plus développé au Québec, mais on a fini pareil quand on a fermé en 2017 avec 500 000 de profit et avec seulement 2 employés. Là, ils ont décidé, le gouvernement du Québec, de tout fusionner, tout ça dans la communauté métropolitaine de Montréal. Fait qu'ils ont créé l'Agence régionale de transport métropolitain, la RTM, qui gère les revenus. Puis ils ont créé les sociétés de transport, donc chez nous, là, c'est Exo pour la Couronne Nord, Couronne Sud, qui, eux, gèrent les dépenses. Fait que là, tu as une organisation qui gère les revenus, une organisation qui gère les dépenses. Moi, je n'ai jamais vu une entreprise privée où il y avait une entreprise qui gérait que les revenus, puis une entreprise. Ben non, tu mets tout ensemble. Là. Si tu gères les revenus, tu gères les dépenses. Et là, après ça, on a créé l'ARTM, on a créé Exo. Là, on est la STM, là, la Société de transport de Montréal, la Société de transport de Laval, de Longueuil, celle des 2 couronnes. Fait que là, ça fait 5 directeurs généraux, 5 directrices des communications, 5 directeurs de tout ce que vous voudrez, plus une autre organisation qui a à peu près 100 employés, alors qu'au début, il devait en avoir juste une trentaine, la RTM, qui là, tout d'un coup, gère la facture. Et là, il faut que tout ce beau monde-là se parle entre eux autres et imaginer les salaires autour de la table. Ça n'a pas de sens. Alors qu'à la fin, là, on a un ministère des Transports puis de la mobilité, du transport en commun, là, le MTQ. Ça ne serait pas à eux autres de gérer le dossier. Tu n'es peut-être pas obligé d'avoir à peu près, là, si je compte là, juste Exo puis la RTM, là, on parle de plus de 600 employés
pour gérer le transport en commun juste sur la couronne nord puis la couronne sud, alors que juste Repentigny, avant, c'était 2 employés. Et on est des fois là, dans la démesure. Puis là, ben, ces 2 organisations-là se donnent des mandats. Fait que là, ben, tu as besoin d'avoir plus d'employés chez Exo parce qu'ils demandent la reddition de compte à la RTM, puis vice-versa, la RTM demande la reddition de compte. Fait que là, on paye 2 fonctionnaires qui sont payés à se faire des rapports, puis à se les envoyer entre eux autres. Puis on n'est même pas capable à la fin de savoir les bons chiffres ou de savoir qui a fait quelle décision. Écoutez, à aller jusqu'à l'année dernière, on se demandait est-ce que de faire des publicités pour favoriser le transport en commun, c'est la mission d'Exo, notre transporteur, ou c'est la mission de la RTM? Ça fait 7 ans qu'on s'en parle. À un moment donné, y a-tu quelqu'un qui peut juste être dans la salle, le boss, puis qui dit regarde, toi, tu fais la com, toi, tu fais plus de com. Et voilà, merci. Fait que c'était des J'ai gens mal à la tête. c'était des gens de communication, ben claire-les, puis concentrez-vous sur votre job. Mais ça part d'en haut, parce que si la ministre du Transport ou le ministre du Transport, puis du transport en commun du ministère du gouvernement du Québec, s'il décide qu'il ne met pas ses culottes, là, puis qu'il se déresponsabilise, là, ben, on se ramasse avec des situations comme ça, la nature horreur du vide. Fait que là, ça pop-up, puis il y a du monde qui se crée des jobs, puis qui justifie après ça la création de leur job. Ah, ça fait du bien de vous entendre. J'aimerais vous entendre sur une autre affaire en disant, j'ai parlé des vieux maires, je vais faire de l'âgisme généralisé des jeunes versus des vieux. Certains jeunes, et on l'entend bien, on est tous un peu idéalistes, on tombe dans une forme de romantisme, on veut changer le monde, et là on arrive, non pas aux élections municipales, aux élections fédérales ou provinciales, ou peu importe, on tombe dans les élections municipales. Et là, on arrive comme maire, et là, il y a des enjeux internationaux, les changements climatiques, la Palestine, la Russie avec l'Ukraine. Et là, on voit des maires qui veulent faire des commémorations, pas nécessairement pour aider la communauté qui est peut-être un peu plus victime, parce qu'on s'entend, les Palestiniens, il n'y en a pas énormément, ou des Russes, il n'y en a pas énormément à Sherbrooke. Je pense pas qu'il y en a non plus à Repentigny. Et il y a une forme moi, je trouve ça choquant de dire que les municipalités devraient se mêler à des fins symboliques de grands enjeux internationaux, alors qu'il y a des dépenses. Vous avez pas un déficit zéro, mais vous ne pouvez pas faire de déficit avec la loi des villes et des cités. Comment s'explique que des maires essaient de justement de dire ben, on va changer de la calotte glaciaire, on va faire en sorte qu'il y a des petites villes qui demandent un cessez-le-feu à Israël ou à la Russie. Donc, mais je pense pas que monsieur, en, en tout respect pour votre fonction, va écouter le maire de Repentigny Non. ou le maire de Notre-Dame du Sacré-Cœur d'Issoudun pour demander un cessez-le-feu à Je te le Netanyahou. confirme, je te le confirme. Comment ça se fait qu'il y a des maires qui pensent comme ça? Est-ce que c'est peut-être pour plaire à un électorat un peu plus jeune, un peu plus romantique? Je sais pas, je suis naïf. Puis j'ai cette même belle naïveté, Samuel, fait que je pourrais pas répondre pour eux parce que moi j'ai de la misère à le conceptualiser. Tu sais, c'est sûr que les enjeux internationaux ont des impacts. Tu sais, on dit souvent agir local, penser international, dans le sens où la multitude de toutes les petites actions de chaque municipalité fait une différence. Si chaque petite municipalité de son côté s'occupe un peu d'environnement, ben, à la fin, le cumul de tout ça va être bon pour toute la planète. On en est conscient, mais maintenant, c'est surtout de penser local. Moi, quand même bien que je demande demain matin un cessez-le-feu entre Israël puis Gaza, là, mon impact, c'est 0 avec une barre. Fait que je m'en mêlerai pas. Je vais me concentrer sur ma job. Mais les mandats d'une municipalité, c'est assez clair, c'est s'occuper des limites de son territoire. Fait que je vais m'occuper des limites de mon territoire. Maintenant, il faut pareil garder un œil parce que, à titre d'exemple, pas plus tard que l'année dernière, on a fait une mission économique, la ville de Repentigny, au Maroc. On avait le rassemblement des entreprises francophones qui avait lieu au Maroc, à Marrakech, en même temps que ce qui s'appelle le GITEC, là, qui est le plus grand rassemblement d'entreprises en Afrique, Moyen-Orient. Il y avait 50 000 entreprises dans un congrès pour faire des présentations de leurs entreprises. Donc, moi, j'y ai été parce que, ben, premièrement, on a une forte communauté marocaine à Repentigny, mais on avait surtout notre nouveau parc industriel qu'on était en idéation, en réflexion, et d'avoir été de la mission avec le conseil du patronat du Québec. Puis à l'époque, il y avait Carl Blackburn, là, aujourd'hui, il est dans un autre rôle, mais on y a été avec Carl, puis ça nous a permis de tisser des liens à tel point que
l'équivalent du Conseil du patronat du Québec au Maroc, là, la Conférence générale des entreprises du Maroc. Les 10 plus grandes fortunes du Maroc sont venues à Repentigny en septembre pour qu'on leur présente le plan de match là, avec Avancia puis qu'ils voient les possibilités d'investissement. Fait il faut, à un moment donné, j'aurais pas pu créer cette relation-là de confiance avec certains industriels puis promoteurs si j'avais pas été en personne. Teams, c'est le fun, Zoom, c'est le fun. Mais quand on a été à notre mission au Maroc, il y avait des objectifs. On était prêts. On ne voulait pas aller faire du tourisme. Tu sais, moi, d'aller en Scandinavie pour voir comment marche un tramway en plein hiver, là, je peux regarder des vidéos sur YouTube, puis je ne veux pas viser personne, là, mais loin de moi l'idée. Mais je veux dire, je suis capable de faire mes recherches de mon bord, puis je suis capable d'écouter des documentaires. Je n'ai pas besoin d'aller sur le voir. Mais quand on parle de développement économique, puis de tisser des liens d'affaires pour encourager les gens à venir, c'est sûr qu'il y a une composante, la relation personnelle, là, puis en visu qui est important. Mais c'est la seule et unique mission économique que j'ai fait. C'est le seul déplacement à l'étranger que j'ai fait. Puis à la fin, ça a coûté 2500 pour la ville, 2500 $. Mais parce que je me suis organisé puis j'ai payé aussi un gros bout de mes propres fonds. Là. J'ai mis que le strict minimum sur le compte de la ville. Le reste, je me suis dit, ben j'aurais mangé. Si j'ai mangé là-bas, j'aurais mangé chez nous aussi. Fait que je vais payer mon lunch. Là. Mais ça a permis à la fin d'attirer des gens d'affaires pour venir voir les possibilités à Repentigny. Fait que quand tu fais ce type de truc-là à l'international, il faut que ce soit très ciblé, il faut qu'il y ait une logique, il faut que tu sois capable de l'expliquer puis que tu te donnes des objectifs à atteindre, pas juste aller faire du tourisme. Je me mets dans la peau d'un citoyen de Repentigny qui fait comme on s'en fout, cette affaire-là. Ce que vous me dites là, vous me vendez le projet d'action ciblée. C'est exactement ce que d'autres maires devraient avoir. Tu sais, on a fait un petit pied de nez, un certain maire d'une grande ville d'où on ne le ciblera pas, mais c'est essentiellement ça de la politique en disant je vais vendre cette action politique que je vais faire et il va y avoir des retours, des conséquences. Puis bravo, moi Citoyen de Repentigny ici, je dis j'ai rien à dire, je suis entièrement d'accord avec cette approche-là. J'adore aussi comment... Si je dépense mal, Serge, il va me le dire de toute façon. Ouais, c'est ça. J'adore aussi comment Présenter, Sam est capable de... Ouais, c'est ça, c'est capable de lancer une grosse balcon, alors que moi, genre, je parlais de transport et de mobilité, puis là, Sam arrive avec d'autres choses. Mais si je reviens au transport, parce que c'est un bon sujet que je voulais discuter, il semble aussi que la plupart du transport en commun dans les régions, c'est vraiment les régions vers Montréal. Il y a très peu de transport en commun entre les régions. Je donne un exemple. Moi, je suis à l'ancien Repentigny, donc je suis au sud de la 40. Ma conjointe travaille à Le Gardeur, qui est au nord de la 40. Puis, on avait regardé le transport en commun. Tu as 10 minutes d'auto, mais c'est 1 heure de transport en commun. Fait que c'est un peu... Mais tu sais, genre, comment qu'on fait pour avoir un meilleur transport? Est-ce qu'en 2025, des transports fixes comme tramway, des lignes d'autobus préétablies, est-ce que c'est encore la norme ou on devrait aller voir quelque chose de beaucoup plus flexible, comme des flexibus ou des choses du genre? Est-ce que c'est quelque chose qui se dessine dans la région? Totalement. Puis l'intelligence artificielle va nous aider énormément là-dessus. Moi, c'était un de mes engagements de rendre accessible le transport à la demande à Repentigny. Parce que je vais te donner, Serge, juste un exemple là, du bordel administratif puis bureaucratique dans lequel on est pris dans le transport en commun qui crée les problèmes qu'on a aujourd'hui. En 2017, on fusionne toutes les CIT, là, les corporations intermunicipales de transport en commun. Donc, qui avait une gestion très locale. On fusionne tout ça en un seul gros groupe, là, EXO, avec l'ARTM. Et là, pour revoir le plan des lignes d'autobus, ça prend, attendez, attention mes amis, ça prend 5 ans. Et là, ils ont décidé de partir par région. Fait que là, ils ont fait la Rive-Sud, étant donné qu'il y avait la REM. Fait que là, pendant 5 ans, là, ils ont redessiné toutes les lignes. Là, après ça, une fois qu'ils ont fini 4-5 MRC, ils passent aux 4-5 autres d'après, puis ils font comme ça chaque municipalité. Le Repentigny est la dernière. Et on a commencé en début de mandat en 2021 la planification des lignes d'autobus, puis l'opérationnalisation va se faire en 2027. Ça va avoir pris à peu près 6 à 7 ans pour revoir des lignes d'autobus. Ça n'a pas de sens. Alors qu'avant, au municipal, c'était simple. La corporation intermunicipale de Repentigny décidait qu'elle changeait une ligne d'autobus. Je descendais le bureau d'en bas, j'allais voir
le fonctionnaire responsable, puis je dis, hey, Michel, il s'appelait Michel, entre autres. Je dis, regarde, Michel, change telle ligne d'autobus, là, puis mets-la plutôt là, 2 rues plus loin. On va pogner 6 clients de plus. Puis le lendemain matin, c'était fait. C'est ça. Alors, à un moment donné, à créer des grosses structures, là, ben là, on se justifie nos jobs, puis là, ça prend énormément de temps. Alors, il faut 2 choses. Il faut une gestion locale des lignes de transport en commun. Ça, les maires de la Couronne-Nord, désolé les gars, je vais juste me mettre comme ça parce que je vois que la batterie commence à nous excuses. C'est Mais correct. les maires de la Couronne-Nord, là, on se bat depuis que je suis arrivé en poste pour justement avoir une gestion plus locale Mhm. des lignes d'autobus et du transport en commun. On est ceux qui connaissons le mieux les usagers puis nos villes. Moi, je ne veux pas que ce soit quelqu'un de Montréal ou de Québec qui commence à décider c'est quoi les lignes d'autobus à Repentigny. Fait qu'il faut une gestion locale. Puis deuxièmement, il faut implanter de plus en plus l'utilisation de l'intelligence artificielle. Mhm. Parce qu'on a effectivement des lignes d'autobus fixes. C'était très bon dans les années 80 où les villes avaient un certain niveau de développement. La shop était en plein milieu de tel Mhm. endroit. On revient à ce qu'on se disait sur l'aménagement du territoire. C'était simple. Un quartier industriel à Saint-Léonard, l'autobus part de là, il s'en va au quartier industriel, puis il fait du 9 à 5. Parce que l'horaire de travail, c'est de 9 à 5. Mhm. Aujourd'hui, c'est plus ça. Mais aujourd'hui, on a des technologies qui nous permettraient, puis j'en parlais déjà là, il y a à peu près 3-4 ans, avec, même plus que ça, avec Guillaume Lavoie, le professeur là, qui est souvent dans les émissions là, sur la politique américaine et compagnie. Puis Guillaume Lavoie est un grand promoteur de l'économie collaborative puis de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Parce qu'il dit aujourd'hui, avec les outils technologiques qu'on a, là, une bonne application, puis tu as tous les citoyens de Repentigny qui disent ben, regarde, moi, je veux partir de telle place à telle place. Puis l'intelligence artificielle pourrait faire des lignes en temps réel, de dire bon, ben, je viens de voir qu'il y a 10 usagers dans tel secteur qui ont demandé du transport en commun. Je crée une ligne rapidement, on transfère ça au chauffeur d'autobus, puis go, fais-les. Fait qu'il faut qu'on implante ces technologies-là, mais malheureusement, la créativité et l'agilité, ce n'est pas nécessairement des grandes forces du secteur public au Québec. Fait qu'il faut qu'on participe avec le secteur privé. Mhm. Il faut qu'on s'assure d'avoir une participation du secteur privé, puis même dans la gestion du transport en commun. Là, je critiquais beaucoup Exo, là, mais il faut que je leur donne une chose. Exo, c'est le seul opérateur d'autobus, de transport en commun au Québec qui marche en impartition avec le privé. Et il y a beaucoup d'avantages. On est une des corporations de transport en commun qui coûte le moins cher et de loin, moitié moins cher que Mhm. n'importe quel autre gestionnaire de transport en commun au Québec. Mais on a encore trop de lois qui encadrent Exo puis qui ne permettent pas d'aller à son plein potentiel. Mhm. Sam, si tu peux faire le petit partage. Votre discours sur l'intelligence artificielle et aussi la flexibilité au niveau du transport m'a rappelé cet excellent livre-là d'Alain Berthaud. Ceux qui se rappellent, les auditeurs, je l'avais parlé brièvement dans notre épisode sur l'urbanisme qu'on avait fait dans les tout débuts du podcast. Order Without Design, comment les marchés vont naturellement former les villes sans avoir à passer par une planification centrale à pu finir. C'est vraiment super intéressant au niveau du livre. Fait que si vous ne l'avez pas lu de votre côté, M. le maire, je vous le recommande fortement. Non, oui, je vais aller me chercher. Lecteur avide, je vais aller me le chercher avec plaisir. Ouais, je vous le recommande fortement parce qu'il y a plusieurs points que vous amenez instinctivement, qu'on retrouve dans le livre et qui détaillent beaucoup plus. Alain Berthaud se trouve à être des formations en urbanisme et en architecture. C'est commun en France d'avoir la double formation. Il a travaillé avec beaucoup d'économistes urbains dans les endroits où il a travaillé. Fait que sa vision est assez différente de l'urbanisme qu'on connaît au Québec. C'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Si, je sais pas, c'est plutôt de la tradition de Serge présentement. Bon, il y a des petits problèmes techniques. Je sais pas si Serge m'entend présentement. C'est le douanier de l'émission qui présente ce genre de choses-là. Et ça demande toujours à l'invité, surtout si c'est un élu, une forme de prudence. Serge a mis cette tradition-là en branle au début même des Trois Afueras. Je ne sais pas si je lui rends hommage parce que c'est plutôt son terrain.
on a une tradition qui s'appelle la fuera de la semaine ou la fuera du jour ou peu importe. Afuera qui veut dire bien évidemment en espagnol dehors. Qu'est-ce qu'on afuériserait si on était dans le monde municipal, du moins peut-être dans votre municipalité, on vous lâche lousse dans la réponse. Ben moi, il y aurait des lois que j'abolirais puis que je modifierais. Entre autres, la loi sur le plus bas soumissionnaire. C'est une loi qui nous force malheureusement à prendre celui qui a parié le moins cher, Mhm. alors que des fois, on aimerait ça avoir de la qualité puis on serait prêt à Ouais. payer un peu plus. Euh, je ne sais pas si j'appellerais ça une afuera, mais ça serait de s'assurer d'avoir un mécanisme où on peut facilement transiger avec Québec et Mhm. Ottawa parce qu'il y a trop de paliers, il y a trop d'intermédiaires. C'est dur de réussir à avoir des réponses rapidement. Donc, je ne sais pas si ça pourrait coûter la job à quelques bureaucrates, mais si ça serait le genre d'afuera nécessaire pour permettre une plus grande fluidité, là, ça serait les modifications à faire. Écoute, dans le débat à la chefferie hier du PLQ, je le plug parce que ça avait lieu hier, que voulez-vous. Un des candidats a proposé un ministère de la déréglementation. J'ai pas détesté l'idée. Je ne sais pas qui C'était Mario Roy. Ah ouais. Mais effectivement, je pense que c'est le genre d'organisme ou de ministère qui nous ferait du bien parce qu'à un moment donné, on se met trop de cadenas, on a trop d'attaches, puis on n'est pas capable de laisser la créativité puis l'agilité parler. Puis c'est ce qui fait qu'on perd de l'argent parce que le temps, le temps, c'est de l'argent. Fait que si prendre une décision pour un gouvernement, ça prend 1 mois, 2 mois, 6 mois, bien, tout ce qui va arriver, c'est que ça va coûter plus cher, ça va être plus complexe. Les MRC, j'ai des amis qui se sont projetés dans le monde municipal, pas pour les mentionner, qui me parlaient à quel point le MTQ, vous l'avez soulevé tout à l'heure, c'est pas pour faire de la répétition, mais à quel point le MTQ, les MRC, j'ai de la misère à ne pas les appeler les MRC, parce que si on parle de gouvernement, on peut parler de MRC aussi au final. Pour ce qui est, par exemple, des consultations publiques, quand on parle il y a beaucoup trop de paliers, on dirait que le MTQ, Mme Guilbeault, en honorable maîtresse qu'elle est, veut se mettre dans une position pas de médiatrice, mais bon, des consultations publiques en lien avec les grands pans d'autoroute. Ça serait quoi vos recommandations si vous vous pointiez dans votre MRC, dans le conseil de MRC, ou au sein de excusez-moi l'acronyme, l'Association des municipalités du Québec, l'ancien maire de Drummondville, c'était, Ah oui, l'Union UMQ. des municipalités. l'UMQ, l'Union des municipalités. Il y a Quelles seraient l'FQM vos- pour les plus petites Voilà, municipalités aussi. merci. Ce serait quoi vos recommandations à ce propos? Si j'avais à leur parler ou si j'avais à... Ben, tu sais, moi, les recommandations que je leur donnerais, c'est à un moment donné de s'assumer, puis que quand on prend une décision, ben, on la prend. Tu sais, moi, je regarde, par exemple, au niveau du MTQ, combien de fois il y a du back and forth sur des dossiers. À un moment donné, si la décision est claire, si la vision est claire, ben, les décisions puis les actions vont suivre, puis ça devrait découler naturellement, là. Le cha-cha-cha dans porte battante, là, c'est pas la meilleure façon de gouverner. Moi, je dirais, tu sais, je ne suis pas un grand fan de ces grandes organisations-là là, d'Union des municipalités du Québec. Il y a des avantages, là, mais les actions concrètes, des fois, là, ça tarde un peu. Là. Puis, tu sais, je ne veux pas te dédire ce que je disais tantôt. Autant la transparence, la pédagogie, c'est hyper important. Des fois, de se réunir juste pour se réunir, pour se jaser entre nous autres, sans nécessairement faire avancer quoi que ce soit. C'est pas plus productif. Là. Fait que je ne sais pas si ça répond à la question. Là, mais... Je vous tirerai pas les verres du nez, je ne suis pas journaliste. Puis de toute façon, les journalistes, est-ce qu'ils le font encore? Les verres du nez pour vous élus. C'est une autre histoire. Ça, c'est une autre question, mais tu sais, à l'époque que j'étais conseiller municipal, la ville où j'étais avait décidé de se retirer de l'UMQ, justement. C'était comme, écoute, on est une petite ville de 2000 habitants, quand même bien qu'on japperait fort, personne ne va nous écouter. Et puis c'était vraiment un enjeu à ce niveau-là. On avait l'impression de ne pas se faire écouter. Puis parce que comme si les enjeux n'étaient pas importants, parce qu'on n'est pas Montréal, on n'est pas Drummondville, on n'est pas Québec. Et c'est pas grave, qu'est-ce que désolé l'expression, mais les bouseux de campagne vivent. C'est pas grave. Ben,
la FQM avait pour but de venir combler ce manque-là. Et au final, il y a beaucoup de gens qui sont là pour discuter, se donner une certaine importance, alors les dossiers réels avancent très peu. Mm. Et les seuls dossiers où chez la FQM aidait vraiment, c'est le regroupement d'achats centralisés qui sont faits. Écoute, on a un deal sur telle chose, ça vous tente d'embarquer. C'était après la seule utilité qu'il y avait au niveau de la FQM de notre côté. Là. C'est l'utilité que je vois à l'UMQ. Je ne te ferai pas de cachette, Francis. C'est ça. Par Je exemple, suis pas surpris. si je peux aphoiriser de mon bord, parce que je ne suis pas un élu, je ne fais pas partie d'un parti, donc je suis quand même absolument libre de mes actions. Si, par exemple, on pouvait profiter de cette tribune pour parler de fusion, d'élimination de multiples sociétés paramunicipales, j'ai toujours un problème avec le paramunicipal. Par exemple, les agences de développement économique local, pourquoi pas les fusionner? Il y a des bureaux de tourisme municipaux. Je ne sais pas comment la ville administre son bureau de tourisme municipal. Vous parliez tout à l'heure, là, justement, de, de Montréalais qui viennent faire leur tour à Repentigny. Est-ce qu'on pourrait, loin avec votre prudence à vous, fusionner ce type de doublon-là pour baisser au niveau des frais administratifs excessifs? Totalement. Puis, tu sais, moi, je sais que parler de fusion municipale, là, c'est peut-être plus au goût du jour quand on se rappelle de comment ça a été fait au début des années 2000. Mais il y avait malgré tout une logique derrière l'action du gouvernement de M. Bouchard à l'époque. Euh, Moi, je regarde en Ontario, là, il y a à peu près 400 municipalités. Puis pourtant, l'Ontario est plus nombreuse que le Québec. Au Québec, on a 1400. Ça fait pas mal plus. Puis je dis vraiment pas ça dans l'objectif de fusionner toutes les villes au Québec. Chacun a sa réalité. Chaque paroisse a son histoire. Puis je sais qu'il y a des fusions qui se feraient peut-être pas naturellement, mais je pense qu'on serait dû pour un autre round de fusion municipale pour s'assurer d'avoir une logique dans l'aménagement du territoire. Tu sais, puis ça, là, il faut que les politiciens ou municipales s'enlèvent cette mentalité-là qui est ancrée. Tout le monde veut sa piscine, tout le monde veut son aréna. Mais un citoyen, là, il ne s'arrête pas. Moi, les gens de Repentigny, là, si la Chenesse développe là, juste à côté, à Terrebonne, là, la section de Terrebonne, ils vont aller magasiner là. Ils ne s'arrêteront pas parce qu'il y a une limite fictive territoriale. Si Terrebonne ouvre une piscine à la Chenesse, ben moi, je ne veux pas m'ouvrir une nouvelle piscine à 30 millions. Ils le font. Une piscine à 30 millions, me faire un deal avec eux autres pour permettre, ou un contrat d'entente pour permettre à mes citoyens d'y aller moins cher. Mais je veux dire, si la piscine municipale de Terrebonne est à une sortie d'autoroute, à 5 minutes pour de mes citoyens, pourquoi moi je mettrais 30 millions juste pour dire, hey, j'ai ma piscine, j'ai mon aréna? Fait à un moment donné, sans nécessairement tomber dans des fusions tout azimut, mais en tout cas, au moins d'essayer de forcer une meilleure collaboration entre les municipalités pour des prises de décision. Je sais qu'il y a quelques MRC dans le coin, là. Il y a 3-4 villes qui se battent parce qu'ils veulent toutes construire leur aréna. On ne fera pas 3 arénas à 30 millions, 90 millions pour à peu près 20 000 personnes. On peut-tu la mettre à une place centrale puis encourager tout le monde à... Donc, le 1er avril dernier, quand vous avez fait, j'imagine, était un poisson d'avril, que vous vouliez annexer Charlemagne, c'était peut-être moitié-moitié un poisson d'avril? Derrière chaque blague, il y a toujours un peu de vérité. Mais tu sais, je prends ça comme exemple, puis là, mon ami Normand, il ne sera pas content de ce que je vais dire, mais il sait, ça fait longtemps que j'ai dit. Tu sais, Repentigny fournit à Charlemagne toute la gestion des eaux usées, la police, les pompiers. Tu sais, il y a énormément de secteurs où on les dessert, puis c'est bien correct. Mais à un moment donné, est-ce qu'on a besoin d'avoir 2 administrations municipales, 2 conseils municipaux pour réussir à offrir les services? C'est ça. Tu sais, je pense qu'il y a des solutions locales qui peuvent exister. Personnellement, j'ai de la misère avec les fusions parce qu'ils ont été imposées d'en haut. C'était pas consensuel, c'était pas naturel comme fusion, si on veut. J'avais déjà fait un texte d'ailleurs pour le site pilulerouge.ca là-dessus, que j'avais appelé Et si les guerres de clocher avaient du bon? Et Sam s'en rappelle, je sais qu'il l'avait adoré. Mais tu sais, un des exemples que je donnais là-dedans, c'est un exemple qui se passe actuellement dans Portneuf, dans la région où j'étais. 3 municipalités sont en train, entre guillemets, sur papier, ne le feront pas, mais ils vont un peu fusionner leurs services d'incendie, si on veut.
Au lieu d'avoir 3 services d'incendie, avec les nouvelles normes par rapport aux casernes, que individuellement les 3 villages n'ont pas les moyens de se le payer, ben, ils vont faire une caserne en service partagé pour toute la gang. Parce que de toute façon, à cause des nouveaux schémas de couverture pour les services d'incendie, sont obligés à ce moment-là, à toutes les fois qu'il y en a un qui est calé, l'autre doit venir en renfort à chaque fois. Toujours, toujours, toujours à chaque fois. Parce qu'il n'y a pas assez de pompiers en service. Fait que rendu là, on va créer une genre de régie intermunicipale de service incendie. Mais Ben, encore là, c'est un service partagé, si on veut. C'est pas une fusion. Ils gardent quand même une certaine autonomie dans les autres aspects de leur gestion municipale. Mais écoute, sur celui-là, on a un avantage clair, net et précis à avoir un partage entre nous, avoir une fusion. Puis ça, Francis, là, je suis 100% d'accord avec toi. Puis c'est pour ça que je voulais mettre la prémisse au début. Tu sais, c'est pas adaptable mur à mur partout. Puis ça, c'est malheureusement la mentalité qui prévaut à Ottawa et à Québec bien souvent. Là, c'est de se dire, ben là c'est du mur à mur à la grandeur de la nation, puis ça va marcher partout pareil pour tout le monde. Écoute, là, le Canada, là, c'est un des plus grands pays dans le monde. Là. La réalité de l'Atlantique, c'est pas la même que de l'Ouest canadien. À un moment donné, il faut qu'on s'adapte à ça. Fait que ça, moi, j'en suis pleinement conscient. Puis je trouve ça beau l'exemple que tu donnais. Il y a des places, par exemple, où il y a du ménage à faire. Moi, quand je vois Montréal avec 17 arrondissements, 17 directeurs généraux, 17 conseils municipaux, alors que la ville de Toronto, là, je veux dire, c'est pas Saint-Clet, là. Toronto, là, ils ont à peu près une vingtaine de conseillers municipaux, un maire, c'est une ville, une administration. New Ça York aussi, c'est permet. comme ça, là. Hein? New York aussi, c'est comme ça, je pense. Y a-tu plus grande mégapole que New York? Fait que si New York est capable de le faire, comment ça se fait que Montréal n'est pas capable de le faire? Parce que ça permet une meilleure harmonisation. Je sais que chaque quartier est différent. Là. Rosemont, c'est pas Hochelaga, puis c'est pas Outremont ou quoi que ce soit. Mais à un moment donné, ça veut dire que tu as 17 règles d'urbanisme différentes, tu as 17 DG, tu as 17 directeurs des communications, tu as 17 tout ce que tu voudras. À un moment donné, là, une chatte perd ses petits là-dedans. Là. En Fait fait, de la dépense, là, puis de pas l'administratif, puis des salaires, là, c'est... Ouais. Alors que il y a ce qu'on appelle le FRR, là, le Fonds Région Ruralité. C'est un des mécanismes de financement là, du gouvernement du Québec pour les villes, les MRC, puis les régions administratives. Et ils ont ouvert un nouveau volet dernièrement. J'étais content. Là, malheureusement, le ministère a de l'air à reculer, puis ils ne veulent pas nécessairement mettre de l'argent là-dedans. Mais ils voulaient ouvrir un volet qui était entente intermunicipale. Et c'était pour forcer les villes à trouver des projets qui sont capables de faire en commun. Puis moi, ça, là, j'ai encensé la ministre quand elle nous a appris ça durant une réunion. J'ai dit là, vous comprenez, puis ça a du bon sens parce que, puis j'ai pas de l'air à prêcher pour ma paroisse en disant ça, mais j'ai écouté Madame la ministre, moi, là, les gens, ils veulent une nouvelle piscine. J'ai pas l'argent pour faire une nouvelle piscine. Mais Terrebonne, ils veulent faire une nouvelle piscine juste à côté. Fait que pourquoi moi je m'en ferais une autre juste par chauvinisme puis dire hey, regarde, moi je l'ai faite, ma piscine puis tout. Fait que, tu sais, des fois, on a des débats là, sur où doit aller la caserne de pompiers dans telle ville ou dans telle. Hey, regarde, on a des pompiers, c'est les experts. Ils vont nous dire c'est quoi le meilleur chemin, mais après ça, là, est-ce qu'on est vraiment obligé, là, par chauvinisme, de tout le monde avoir son aréna, tu sais, son théâtre, Ben non. Fait qu'à un moment donné, faisons des ententes entre nous autres, puis favorisons cette synergie-là, puis cette collaboration-là entre municipalités. Là. J'aurais probablement une petite dernière question. Ben, petite question, on va voir c'est quoi la réponse. Ben, après ça, on pourrait vous laisser aller. On vous remercie beaucoup pour votre disponibilité. Oui, il y a deux problèmes au niveau du transport mobilité que je vois à Repentigny. Donc, la 4640, qui est absolument bordélique à tous les jours, et connexion avec la Montérégie. Donc, tu sais, si on va aller tu sais, moi, ma belle famille est à Sherbrooke. Donc, si je veux aller les voir, c'est soit je fais le gros détour par Montréal, soit je fais le gros détour par Trois-Rivières. Trois-Rivières est plus facile à cause du tunnel. Je ne demande pas nécessairement que Montréal, que Québec paye un pont entre Repentigny puis Verchères ou Varennes. Je ne me rappelle plus c'est quoi la ville en face, Varennes. Mais je veux dire, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un peu plus au Québec, d'avoir un peu plus de privé ou des routes ou des ponts semi-privés à péage? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se faire au Québec où on est vraiment dans un modèle que l'État doit décider de tout?
On doit le faire, puis on est en retard là-dessus. Moi, je prends le Transurban, là, qui est la firme qui a le pont de la 25. Là. C'est pas eux qui l'ont fait, là, mais ils ont racheté le pont là, il y a déjà quelques années. Transurban, là, c'est la 3e plus grosse firme d'infrastructure de transport dans le monde. Une compagnie australienne, mais de la division au Québec et au Canada, là, c'est beaucoup de gens du Québec, des Québécois là, qui sont dans cette unité-là. Écoutez, ils nous disent que le Québec est une des juridictions qui est le plus en retard dans l'investissement privé dans le transport. Ils sont prêts à mettre demain matin des milliards d'investissements, mais le problème, c'est qu'il n'y a personne qui répond à Québec. J'ai tenté à de multiples reprises de faire le lien entre Transurban. Puis je ne suis pas lobbyiste pour la compagnie, là, mais c'est eux, c'est la seule compagnie qui est dans ce type-là, dans cette filière-là au Québec. On n'a jamais attiré d'autres parce qu'il n'y a personne d'autre qui veut venir s'essayer, malheureusement, parce qu'on a un environnement d'affaires qui est fermé. Mais ces compagnies-là là, qui sont accolées à des grands fonds d'investissement, des fonds de pension comme Teachers, comme la Caisse de dépôt et compagnie, ils sont prêts à faire fructifier leurs avoirs, puis en plus à nous régler une problématique qui est celle de la gestion du transport, parce que ça n'a pas nécessairement été notre grande force au Québec, l'aménagement du transport dans les 50 dernières années. Mais on leur bloque la porte, on ne veut pas leur parler, c'est mal vu, c'est le privé, là, les pas fins sont là juste pour faire de l'argent. Oui, mais c'est parce qu'après ça, cet argent-là, ils réinvestissent aussi. Puis les profits qu'ils font, ben, quand ça s'en va à des firmes de placement de pension, ben, c'est parce que ça assure aussi ta pension à la fin de la journée. Fait que, tu sais, c'est pas juste des méchants milliardaires là, qui viennent tout siphonner l'argent. Sauf que s'ils sont prêts à mettre de l'argent, ils ont un projet notamment pour continuer le prolongement de l'autoroute 25 puis se rendre jusqu'au cœur en Anjou. Pas capable de parler avec la ministre. Ils proposent de faire des secteurs où justement, là, ils pourraient créer des voies de contournement. Il y aurait un coût, comme on a avec le pont de la 25, mais les gens sont prêts à le payer. À un moment donné, c'est un choix d'usager. Ben, ils sont bloqués dans tout leur projet. Puis, tu vois, Serge, il y avait déjà si vous regardez de haut là, sur Google Maps, là, l'intersection 4640, de la façon que c'est fait, c'était fait pour se prolonger vers Varennes puis se rendre sur la rive sud. Dans les années 50-60, là, toute la mentalité était faite vers ça. Il y avait cette logique-là. Tous les gouvernements ont abdiqué. Tout le monde avait toujours une bonne raison. Avec les changements climatiques qu'on vit, le fleuve, dans quelques années, ne gèlera plus l'hiver. Je suis très actif avec l'Alliance des Grands Lacs puis du fleuve Saint-Laurent. Et on a pris une tangente dans les 2 dernières années sous mon implication pour parler davantage de transport maritime et de développement économique. Parce qu'on parlait beaucoup, l'Alliance des Grands Lacs, avant de la protection des berges, puis c'est important. Mais là, il est temps qu'on parle aussi de l'avantage économique que représente le fleuve. Et s'il ne gèle plus, ça veut dire qu'on a à chaque défi nous amène des belles opportunités aussi, il faut voir ça comme ça. Mais de plus geler, ça nous permettrait d'augmenter le transport en bateau entre la rive nord et la rive sud. Fait qu'à défaut d'investir dans un grand pont entre Varennes et Repentigny, est-ce qu'on peut commencer à faire un système de navettage à l'année en bateau? Ça fait penser un petit peu à ce qu'ils ont fait à Londres. Sur la Tamise, à Londres, il y a un Uber Boat, où il y a des gens qui ont des bateaux, louent un espace, comme « OK, c'est beau, moi, je suis sur le canal, anyway, la journée longue. Ah, OK, tu veux te faire telle place à telle place dans le canal. Embarque, mon homme, j'ai une place. » Et qu'est-ce qui empêcherait de faire ça au Québec, autre que les aspects réglementaires? Les aspects réglementaires. C'est le gros morceau. Ouais. Parfait. Ben, à moins que mes comparses aient d'autres commentaires ou questions, je pense qu'un peu ça fait le tour. On vous remercie énormément pour votre temps, votre franchise, votre transparence. Je pense que ça a été très apprécié. Ça va être très apprécié de tout le monde qui va écouter ce podcast-là. Hey, c'est vraiment apprécié. Un immense merci pour la belle discussion. Puis je vous lance ça, mais au plaisir de revenir, mais au plaisir aussi de vous accueillir à Repentigny. Ça va faire un plaisir. Je débarque avec mon armada de scotch. Faire un petit tour. Si c'est un jour de semaine. Venez me voir. Si on voit Serge, on fera signe. Très satisfait. Merci beaucoup, M. le maire, et bonne journée tout le monde. Bonne semaine.